Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche matin. Je suis très heureux de retrouver Violaine Béraud, Simon Johannin et Karim Katan pour ce café littéraire, cette rencontre autour de ce thème désirer l'autre. Alors on va parler lorsque l'amour et le désir créent un monde plus vaste que ce que nous dictent les normes sociales. C'est vrai que le désir, parfois le non-désir aussi, enfin, surtout le désir est au cœur de vos trois livres. Violaine Béraud, vous êtes donc, c'est pour Nuit de noces que vous êtes là cette année au Festival du premier roman donc des littératures contemporaines de Laval. Premier livre, je crois, aux éditions La Contre-Allée, c'est bien cela. Alors Violaine Béraud, vous êtes donc déjà l'autrice de pas mal de livres, notamment vous avez publié Jeanne chez De Noël en 95, pour lequel vous aviez, c'est votre premier roman, pour lequel vous aviez été invité ici même, au Festival du premier roman donc, de Laval. Il y a eu ensuite Tout pour Titou, Pas moins que lui. Je ne vais pas tous les citer parce que ça nous mènerait quand même assez loin. Et là, vous revenez avec ce très beau recueil de poésie. C'est en fait l'histoire d'amour de vos parents et ô combien singulière. On va le voir plus en détail en entrant donc plus dans le vif du sujet. Simon Johannin, donc vous êtes là pour votre livre Ici commence un amour aux éditions Alia. Alors vous-même, vous êtes déjà l'auteur de pas mal de livres. Vous avez publié L'été des charognes, c'est Alia en 2017, qui fait l'objet, je crois, d'une bande dessinée. J'ai vu ça, qui est présente ici également à Laval, qui avait eu le prix littéraire de la vocation. Et vous aviez, en 2018, été invité au Festival du premier roman et des littératures contemporaines, donc ici même. Et ensuite, vous aviez été lauréat du prix littéraire du deuxième roman pour Nino dans la nuit, et donc également invité, donc, bien sûr, au Festival du premier roman. Et vous nous proposez, avec ce Ici commence un amour, eh bien, le livre, alors que celui de Violaine Béraud s'ouvre sur un peu un coup de foudre, on va dire, pour vous, c'est un peu, on commence par une séparation, si je puis dire. Théo, qui est donc le personnage central du livre, se sépare de Gloria, on va l'apprendre, mais peut-être on va voir progressivement que c'est peut-être le début d'une forme de reconstruction. Enfin, j'en dis pas plus parce que, en fait, c'est un roman très riche également qui part dans pas mal qui explore beaucoup de pistes et il est très enrichissant. Karim Katan, vous êtes donc là pour évoquer ce livre L'Éden à l'aube aux éditions Élisade. Vous êtes déjà l'auteur de beaucoup de livres, hein, plusieurs en tout cas. Vous aviez publié Préliminaire pour un verger futur en 2017, donc Le Palais des Deux Collines ensuite en 2021, donc toujours chez Élisade, Prix des 5 continents de la francophonie, pour lequel vous aviez été invité donc, au festival ici même. Vous avez aussi été accueilli en résidence d'écriture, comme vous, je crois, Violaine Béraud, ici également en Mayenne. Vous êtes presque dans votre pays d'adoption, si je puis dire, tous les trois. Et vous nous proposez donc, avec cet Éden à l'aube, très beau livre aussi, on va en parler, l'histoire, on peut dire, d'Isaac et Gabriel, donc l'histoire d'un amour fou, pur, on va le voir, parfois assez édénique, peut-être sur fond, alors, ce qui est important aussi, bien sûr, de légendes et de réalités palestiniennes, on va l'évoquer, de pays occupés, enfin, il y a toute cette dimension également qui est importante. J'ai envie de vous demander, à tous les trois, parce que c'est vrai que ce qui me semble faire le lien entre vos trois livres. Je cherche toujours, quand on anime une rencontre, on aime bien, au-delà ce sujet, de ce thème du désir, de l'amour, peut-être le choix d'une forme. Alors, pour Violaine Béraud, est-ce que cette forme s'est imposée à vous, cette forme de la poésie? Et j'ai envie de dire, pour Karim Katan et Simon Johannin, vous aussi, il y a un peu ce mélange. Par moments, on est dans la poésie, il y a une sorte de mise en abîme de l'écriture. Karim Katan, il y a aussi une forme poétique, je trouve, dans votre roman, à travers cette évocation de la nature également, de la beauté de la langue, hein, pour ce travail sur la langue pour vous trois. Première question à tous les trois. Quelle est la forme qui s'est imposée à vous? Vous, c'est un roman, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça. Et pour Violaine, c'est en effet un recueil poétique. Est-ce que ça a été évident d'entrée de jeu? Voilà. Pour moi, c'est pas un recueil poétique. Ah bon, c'est mal parti alors. Parce que je sais pas ce que oui, c'est en bon, fait. enfin, écoutez, Je sais pas le classer. Et l'écriture, en fait, j'ai pas réfléchi à l'avance. Je me suis pas dit, je vais écrire cette histoire de cette façon-là. C'est le stylo ça sort du stylo comme ça. Et tant que ça sort pas comme ça, c'est pas bon. Et le jour où ça sort comme ça, je me dis, c'est comme ça que je le garde. Et je me pose pas la question de me dire, est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est autre chose. Bonjour.
Pour moi, oui. Alors c'est vrai que chaque livre impose un peu sa forme. C'est pas le même travail quand je compose un recueil, quand je fais un roman, parce que dans le roman, il y a toujours la lourdeur de la narration qui est là. En tout cas, la poésie, c'est vraiment à l'os. C'est-à-dire que c'est dégraissé de tout ce qui est nécessaire à la bonne avancée d'un roman. Donc c'est des travaux qui sont un peu différents. Là, j'avais envie, besoin, enfin en tout cas, c'est venu comme ça dans quelque chose une fluidité, quoi. Ouais. Quelque chose de très, un peu, voilà, un dégagement d'énergie, un grand nettoyage. Dégagement d'énergie, grand nettoyage, d'accord. Karim. Et les en fait, ce que j'aime beaucoup dans le roman en général, enfin dans les romans, c'est que c'est quand même une forme qui s'accommode de toutes les formes, en fait. Donc qui prend ce qu'on veut bien lui mettre. Enfin, c'est vraiment je veux dire, un genre où on peut faire quasiment ce qu'on veut. Et donc c'est vrai que je différencie assez difficilement les différents genres. Par exemple, dans l'Éden à l'aube, c'est de la prose qui, au fur et à mesure, se délite un peu et devient du poème, du vers, vraiment vers la fin. Donc le roman, il permet ça aussi. Enfin, il permet d'explorer d'une manière un peu ouverte comme ça les différents genres d'écriture, et il donne une liberté, je trouve, assez unique. Enfin, qui lui est très singulière, quoi, qui définit le roman. Donc c'est un peu tout ça à la fois, quoi. Ça part de la prose et ça va vers le vers, dans ce roman en tout cas, de plus en plus. Et ça s'est imposé, je pense, pareil. Je ne l'ai pas choisi, ça. On choisit beaucoup de choses en écrivant, mais il y a des choses qui s'imposent un peu parfois comme ça. Et cette forme, c'est un peu à émerger comme ça, quoi. Je n'ai pas parlé forcément de choix, en effet, ça peut s'imposer, tout à fait, c'est vrai. Alors, Violaine Béraud, donc, en effet, c'est un livre qui célèbre cette puissance un peu charnelle, ce coup de foudre, cette rencontre. On va y venir entre Marcelin et Marie-Claude. Je ne dis jamais les prénoms dans le livre. Ah, pardon, oui, mais bon, je les ai. Oui. À chaque fois qu'il dit quelque chose, je le contrarie. Oui, je vois que vous avez choisi ce matin, je vous connais déjà. Je blague. Non, donc, voilà, vous prenez la voix de votre mère, si je puis dire. Vous l'écrivez, du reste, on le voit dans le rabat, dans la 4e. Depuis la mort de mon père, j'assiste impuissante à la douleur de ma mère face à la disparition de cet homme follement aimé qu'elle avait, il y a très longtemps, arraché à l'église. Leur histoire, je la connais, surtout par elle qui l'a toujours racontée. Et c'est à partir de là, finalement, que cette forme, voilà, qui n'est peut-être pas de la poésie, enfin qui s'impose à vous, on va dire, se met en place. Voilà. Et c'est vrai que c'est une histoire totalement folle, totalement singulière. Oui, c'est une histoire. Si j'avais voulu faire un roman avec ça, peut-être, c'était pas possible, parce qu'on m'aurait dit mais elle est complètement cucu cette histoire. Elle est pas crédible. Ça marche pas dans un roman. Ça peut pas exister. Ouais. Mais la vie est plus forte que la fiction, quoi. La vie fait parfois qu'il arrive des choses qu'on ne peut pas mettre dans de la fiction. Et donc c'est pour ça que c'est pas devenu un roman peut-être, hein, et c'est devenu la réalité de cette histoire, la réalité réinterprétée par moi, puisque c'est leur histoire et pas la mienne. Mais même si je me mets à la place de ma mère pour raconter l'histoire, ce qui est totalement incestueux, parce que c'est un livre sur le désir pour mon père. C'est vrai mais l'important c'est d'être à la juste place quand on écrit. Au départ, je l'avais écrit depuis ma place de fille, donc je parlais d'elle et lui, c'était complètement froid, c'était trop distant, et un jour, c'est le stylo qui a écrit à ma place « je » à la place de elle, et en le relisant, je me suis dit, mais c'est vrai, ça fonctionne mieux comme ça, et pendant 2 secondes, je me suis dit, mais t'as pas le droit, Violaine, d'écrire sur le désir pour ton père, enfin ça va pas du tout ça. Et puis ça a duré 2 secondes, parce que je me suis dit, non, mais en tant qu'auteur, l'important, c'est que je sois à la bonne place. On s'en fout que je sois leur fille. Et donc là, ça me paraît. Du coup, ça a été vraiment, voilà, vous avez continué, vous n'avez plus hésité, quoi. Ça a été. Après, c'est comme une sorte de flux, après de flow, enfin voilà, Oui, de flux. Enfin, il faut que ça paraisse il faut que ça paraisse un flux au résultat, mais c'est du travail, hein, ça jaillit pas. Je ne permettrai pas, parce qu'on va encore me dire sinon. Non. Alors cette question de la vraie place, c'est vrai qu'elle se pose aussi à Karim et à vous, Simon Jeannin. Moi, je disais, Simon, c'est vrai que c'est une histoire d'abord de séparation, de rupture. Le livre s'ouvre là-dessus. C'est donc
Théo, qui on comprend voilà, que c'est Gloria, pardon. Théo et Gloria, quand même, les choix des prénoms sont importants pour vous? Ça vous est venu Les choix des prénoms des personnages sont toujours importants pour moi. Cela. Oui, alors après, c'est des voix, les personnages, c'est toujours une voix. Moi, j'ai un principe d'écriture qui est toujours un personnage masculin à la première personne et un principe déambulatoire, c'est-à-dire une rencontre permanente avec l'environnement, avec le monde, avec c'est par visible, invisible, et mes personnages sont projetés là-dedans et ils tentent de trouver un peu de sens. Ils ont une quête existentielle, en tout cas. Et Théo, il est vraiment dans une recherche de sacré. Il y a ce truc-là qui l'habite, mais une forme de... C'est comme si, en fait, il est dégagé de tout dogme, mais il vit des expériences qu'il confronte à la présence du sacré dans le monde, notamment cette rupture. Et il doit cheminer avec ça. D'un coup, il est obligé de faire avec et de chercher des codes pour tenter de l'appréhender, de le vivre et d'en dessiner les contours et de dessiner ses propres contours aussi, parce qu'il n'est pas très défini vis-à-vis de lui-même, donc il a besoin de son environnement pour savoir qui il est, tout simplement, quoi. Donc le prénom, pour revenir à votre question. Théo, Gloria, quand même, déjà, oui, il y a... Ouais, j'aime bien. Les garçons, ils ont toujours des prénoms assez doux chez moi. Nino, Théo, enfin, il y a quelque chose comme ça et Gloria, je sais pas d'où ça vient. Je trouve ça très beau, mais je sais pas vous dire. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas de... C'était comme ça. Ouais. Et je pense que des fois, c'est des morceaux, des figures comme ça qui apparaissent des années avant l'écriture d'un livre et qui sont là, qui nous habitent, et à un moment donné, ça y est, ils trouvent une place quelque part, ils se déploient, et on comprend l'archétype qu'on a formé et qu'est-ce qu'on cherche à raconter à travers cet archétype, quoi. Ouais. Gabriel et Isaac, deux prénoms importants. Enfin, pareil, est-ce que c'est important pour ce choix des prénoms? Est-ce qu'il a été évident? Il s'est imposé à vous aussi, Karim Katan? Non, j'ai mis hyper longtemps à trouver les prénoms des protagonistes. J'arrêtais pas de les changer d'ailleurs. Heureusement que CTRL F existe vraiment, parce qu'il y a des fois où je cherchais, j'avais une idée, je savais à peu près ce que je voulais que les prénoms incarnent, mais je savais pas quel prénom allait véritablement incarner ça. Donc je voyais un peu, je sais pas comment dire, mais la couleur du prénom de Gabriel et d'Isaac, enfin, je l'avais l'idée, mais je suis passé par plein de prénoms, enfin pas plein de prénoms, mais plusieurs prénoms, donc en fait, c'est assez marrant parce que parfois, un petit changement change un texte. C'est-à-dire que, par exemple, Isaac, à un moment, s'appelait autre chose. Le personnage était un peu différent, forcément, puisque c'était pas le même prénom. Donc, les prénoms d'Isaac et Gabriel sont venus assez tard. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai pu leur poser le prénom que je trouve que le roman, que j'ai un peu compris la forme du roman. Je me suis dit, ah ok, d'accord, voilà ces individualités, voilà pourquoi elles sont de cette manière-là. Donc c'est évidemment, pour moi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui revient assez souvent dans ce qu'on dit. Moi, L'Éden à l'aube, c'est un roman qui est très préoccupé par le sacré, quand même. C'est quand même, et donc évidemment, Isaac et Gabriel incarnent aussi ces formes de sacré. Donc Gabriel, entre autres choses, les prénoms ne sont pas que des symboles. Parfois, c'est juste que ça marche bien. Au moment où je me suis dit, bon, Gabriel, ça marche. Enfin, je sais pas, voilà, ça marche. Et ça me semble correspondre. Mais aussi, j'ai évidemment en tête derrière l'archange Gabriel. Cette figure, elle est comparée en permanence à une figure angélique, comme Isaac, derrière, il y a le fils du patriarche qui n'est pas sacrifié à la dernière minute. Donc bon, il y a ces éléments-là, de ces deux. Il y a un référent biblique, en plus on est en Palestine, donc le référent biblique, il est partout dans le roman, jusqu'au titre, bien sûr. Mais ça a été une espèce de recherche assez marrante. J'ai l'impression que l'écriture du roman a longtemps été la recherche des prénoms, presque, en quelque sorte. Et puis à un moment, ils se sont imposés, et en fait, ça s'est fixé à partir de ce moment-là. Donc assez tard dans l'écriture. Alors
le thème, c'est désirer l'autre. Et c'est vrai que votre livre, Gabriel, pas Karim, Gabriel à Isaac, vous voyez, ça j'étais sûr que j'allais la faire. Quand on est parti dans finalement, comment dire, à l'inverse, celui de Simon qui commence par une séparation, et peut-être on va voir après, en effet, cette recherche d'une place dans le monde, peut-être on va repartir vers autre chose. Vous, il s'ouvre par une sorte de je sais pas, j'ose le mot, féerie du désir, un peu une sorte, la toute première page est vraiment l'Éden à l'aube, on est dans, avec 2 citations de Jean Cocteau et de Colette que vous avez placées en épigraphe du livre. Comment aimer dans cette ville caractérielle, si prompte à la colère, cette ville hantée par le Dieu et qui ne me laisse pas la place de t'adorer, toi, plutôt que lui. Comme je voudrais être un beau vase d'hébron, bleu, translucide et plus lourd que la nuit, et toi, l'artisan qui me fabrique, ton souffle et ton doigté qui me font prendre chair, tournoyer, luire, qui me distendent jusqu'à mes extrémités, 1000 limites pour devenir l'objet exact de ton désir, ta volonté faite lueur, faite moi, ta main sur mon corps qui me fait étinceler, briller en fournaise pour fabriquer ta cocagne, ton foisonnement. Comme je voudrais être le résultat unique pour tous les temps et toutes les nuits de ton désir, façonné par ton souffle, tes poumons, ta salive. On est justement dans ce désir qui flamboie et qui va en effet avec cette dimension, je trouve, Karim, toujours j'ai parlé de pays, de cette force, cette question pays occupé, du rapport de l'affrontement aussi à l'autre, parce que là on est dans le désir, mais il y a aussi cet côté, avec cet aspect aussi, le titre L'Éden à l'aube nous dit, c'est un livre composé en 4 parties, si je me souviens bien, je crois avant l'été, pendant l'été, après l'été. Ouais. Est-ce que là aussi, est-ce que ça s'est imposé à vous? Vous n'avez pas le choix. Le début du roman que vous venez de lire, donc c'est vraiment le premier paragraphe qui l'ouvre. C'est d'ailleurs une voix qui parle, qui disparaît un peu. Ce jeu-là, est-ce que c'est le narrateur qui continue? Est-ce que c'est l'un des personnages? C'est pas très clair. C'est une espèce de proposition première comme ça, qui ensuite un peu, est toujours là. Elle informe le roman, mais on ne sait pas exactement qui le dit. La forme, c'est un peu comme les personnages. Enfin, je pense. Après, j'ai tendance à être expérimental dans mon écriture, mais pas au sens, pas au sens expérimental, juste au sens où j'écris, je vois ce qui se passe, et puis je reviens, et puis je trouve que c'est quand même un artisanat, je pense, l'écriture, et on cherche. Et pareil, à un moment, à force de chercher, je me suis dit, tiens, la structure qui marche, la structure qui le rend, qui lui donne sens, c'est cette structure en 4 parties. Qui structure le temps de cette manière, de cette manière-là. Mais ça, c'est, je crois, ça aussi, c'est arrivé assez. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées tard, en fait. La première version du roman, c'était, je pense, c'était imbitable, je pense, parce que c'était tout. Non, mais vraiment, enfin, c'était tout comme ça, sans chapitre. Il y avait vraiment une espèce de logorée. Et ensuite, le structurer pour le rendre autre, pour le rendre livre, quoi. Ça s'est fait, à force de recherche de petites choses de ce genre. Voilà. Et cette dimension, oui, alors en 4 parties, l'été, cette présence de l'été, qui, oui, au début, c'est sorte cette année-là, le Khamsin, c'est un vent, je crois, se leva en février. Les vents d'Égypte secouèrent le pays sans répit jusqu'en octobre. Il faisait chaud, les maisons. Ouais. En fait, l'Éden à l'aube, mon désir premier, c'était d'écrire donc une histoire d'amour que je pensais être très mignonne, qui se passe bien, et c'est super. Bon, en vrai, c'est pas ça qui a fini par advenir, mais quand même, je pense que c'est quand même une histoire joyeuse à plein d'égards. Mais en fait, je voulais retirer un peu la Palestine au contemporain un tout petit peu. Et le Khamsin, entre autres choses que ça me permet de faire, c'est en fait au tout début le pays retiré et affranchi de la géographie, en fait. Et donc ça crée, pour moi, pour ces personnages, une espèce en fait, ils sont libres de vivre leur destin jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés par le réel. Et voilà, il y a une espèce de liberté profonde de ce territoire qui est archipélisé, occupé, impossible, etc. Là, on est dans une version, ça reste très impossible, mais dans une version un peu plus émancipée de ce qu'on peut faire en Palestine. Simon Johannin, je trouve que votre livre, en effet, ce que disait Karim là, sur la forme, il est en effet un mélange. Alors, on a une sorte de mise en abîme aussi dans le livre, puisque
le fameux Théo, voilà, écrit son premier roman, on va avoir un éditeur, il y a des passages très... on va dire assez rudes sur le monde du livre, sur les salons du livre. Bon, il y a un côté, alors, mais en même temps, on sent toujours chez lui une espèce de réflexion sur lui-même, aussi voilà, une difficulté à trouver sa place aussi, peut-être entre être totalement dans le rapport à l'autre et en même temps d'être toujours un peu distancié par rapport aux questions de la vie en général. Est-ce que je me trompe en disant ça? Il est dans ce questionnement, et c'est jamais un livre cynique, quoi, parce qu'on pourrait, comme je viens de dire, c'est un milieu, vous décrivez, voilà, le milieu du salon du livre, un petit peu, bon, le côté un peu superficiel, parfois, bon. Et en même temps, on est toujours d'un côté dans une force finalement je ne sais pas si on peut dire d'optimisme, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la vie qui surplombe tout ça. Bah, de toute façon, l'élan de vitalité, c'est un principe d'écriture. S'il n'y a pas ça, le livre est mort, je pense. Ou alors on écrit avec d'autres énergies et on plonge littéralement dans le bain de la mort et on écrit depuis là, c'est possible aussi. Mais c'est une forme de libido, l'écriture, quoi. Si c'est pas actif, ça marche pas. En tout cas, de mon humble expérience. Plusieurs choses. Ce que vous dites, bon, c'est un passage, c'est un livre dans le livre. En fait, Théo, il est en train. Bon, qu'est-ce que c'est que la création, en fait? C'est ça la question qui se pose. Et donc, depuis son espace, sa psyché de tout jeune écrivain, il capte qu'il y a un truc qui est au-delà du monde dans lequel il vit, que d'un coup, il a accès à des espaces. Sacré, c'est le terme en tout cas qu'il va mettre dessus, et par contre, de confronter ce qu'il produit au monde réel, ça demande des compromis, et c'est jusqu'où il va faire ces compromis-là, c'est-à-dire que d'un coup, tout le jeu d'apparence, de mise en scène de l'ego, de la célébration, qui sont au final tout ce qui va corrompre et ronger le flux de la création en lui. Il est quand même obligé de s'y confronter et d'en faire l'expérience. Et à côté de ça, pour moi, c'est pas qu'il trouve pas sa place, c'est que la place qu'on lui offre lui convient pas. C'est-à-dire que lui, c'est un garçon dans le monde contemporain, et donc il a cet héritage masculin en lui. Et à travers à la fois la littérature, sa famille littéraire, parce qu'il correspond à une forme d'écrivain assez traditionnel, hein, voilà, c'est un mec hétéro qui aime boire de l'alcool, qui a un certain rapport voilà, à son corps, à la virilité, etc., qui est confortable en fait. La place est confortable, mais lui, il y a un moment donné, il se rend compte que ça cloche. Mais il ne sait pas encore pourquoi. Et là, il rentre dans une espèce de consultation, parce que je voulais aussi faire un livre sur la pluralité, enfin comment dire, ouais, la diversité des hommes, en fait, disons-le comme ça. C'est-à-dire que c'est plein d'amis à lui, d'horizons, de parcours différents, avec qui il va sans cesse avoir des conversations pour essayer de se dessiner en creux et de comprendre à la fois qui il est et surtout qu'est-ce qu'il a plus envie d'être. Voilà, de se confronter à ce qui peut-être n'est pas très beau en lui, dans ses agissements, et d'avoir un peu d'humilité avec ça et essayer de mettre de l'amour dessus, parce que c'est un peu ça le principe aussi de l'écriture, c'est de remettre de l'amour sur des choses constamment, ou d'en inventer. Il y a quelque chose je pense pas qu'on répare les gens. Enfin, il y a un exercice de soin qui peut arriver avec l'expérience qu'on fait de la littérature, mais pour moi c'est plus genre, je soigne des personnages. J'ai pas l'intention de soigner qui que ce soit avec mes livres, mais je crée des personnages blessés et j'essaye de les soigner à travers l'écriture, et ça c'est important. C'est important pour moi. Et pour revenir sur des questions de forme, ce que j'aime, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, Karim, tout à l'heure, c'est dans le temps et dans le rapport que je peux avoir et qu'on peut tous avoir autant, toutes et tous dans l'écriture, c'est que c'est pas linéaire. Effectivement, ça s'ouvre par une rupture, mais on vit aussi leur histoire d'amour au présent, à plein de moments. Est-ce que c'est des flashbacks? Est-ce que juste les lignes du temps ne sont pas les mêmes en littérature parce qu'elles sont cycliques plutôt qu'horizontales? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai aimé écrire une histoire avec voilà, plusieurs lignes de temps différentes, plusieurs possibilités, et pouvoir passer d'un moment à l'autre sans que ce soit
forcément des retours en arrière alors que Oui, ils sont pas censés se... Totalement porté suivre, en tant quoi. que lecteur, on se pose même pas la question, enfin, si je puis dire, on vous Ouais, je suit pense que, de toute totalement. façon, le but d'écrire un livre, c'est à la fois de s'émanciper complètement du rapport aux choses tel qu'on le vit, on le partage, et en même temps d'inventer des structures qui permettent de naviguer et de rendre recevable ce qu'on invente. Alors, Nuit de noces, donc Violaine Béraud, on peut dire que c'est en effet donc un livre. Alors, je ne sais pas comment, c'est pas un recueil de poésie, mais il y a quand même, en effet, d'entrée de jeu, c'est quand même un livre sur peut-être aussi comment, là aussi, puisqu'il s'agit en fait de l'amour d'entre votre mère, donc et voilà, et avec cette thématique de la violence quand même en arrière-plan, toujours la violence patriarcale, l'aspect, puisque le livre s'ouvre, voilà. Dès le premier moment aperçu et aimé instantanément, lui, l'homme interdit, le prêtre, là, devant la foule, dès le premier moment convaincu, moi, que lui serait l'homme de ma vie, et mon propre père, sévère, dur, une terreur, mon propre père qui veillait sur moi comme les poules sur leurs grains, mon propre père disait qu'elle aille à la messe, là au moins, elle ne rencontrera pas de garçon. Et bien, finalement, comme quoi, il faut souvent se méfier. Donc, est-ce que ça a été justement, vous l'avez dit, bon, ça a été, quand vous avez commencé à l'écrire, justement, alors Nuit de noces au pluriel, parce qu'il faut insister là-dessus, hein, parce que, en fait, il faut plusieurs nuits, peut-être, pour, en effet, voilà, conquérir, faire l'apprentissage, mieux se connaître. Bon, il y a cette espèce... Ce titre de Nuit de noces, il est arrivé très rapidement, il a été évident, ou ça a été une réflexion, le choix du titre est toujours une question importante? Les titres viennent pas rapidement, ils viennent souvent... je me pose la question du titre quand le texte est fini. Et ce texte, au départ, ne devait pas être un livre, donc il n'avait pas de titre. C'était un texte que j'ai écrit pour ma mère, pour lui offrir, essayer de la consoler de la mort de mon père. Et c'est elle qui m'a demandé ensuite de le faire publier. Et donc là, la question du titre s'est posée. Et assez rapidement, c'est venu sur Nuit de noces. Et pour moi, c'était évident que c'était au pluriel, parce que c'est pas l'histoire d'une nuit de noces, c'est l'histoire d'une vie qui n'est qu'une succession de nuits de noces. Et donc, quand vous avez commencé à l'écrire, pour elle, donc sans penser à le publier, ça a été donc une coulée comme ça, continue, ou ça a été une question? Vous parliez d'inceste au départ. Oui. C'est une fois que la forme a été trouvée, c'est vrai qu'il est venu assez vite, le livre, contrairement à ma façon d'écrire qui est très laborieuse d'habitude. J'écris très court toujours, mais ça prend du temps. Bon, c'est un peu de la triche parce que j'avais pas inventé l'histoire, elle existe déjà. Enfin, l'histoire, je l'ai en moi, quoi. Et c'est venu assez naturellement. Mais ce qui est très étonnant avec l'écriture, c'est que j'avais l'impression de raconter une histoire que je connaissais, et en fait, il y a plein de pans de cette histoire que je ne connaissais pas, qui m'avaient jamais été racontées et qui sont sortis quand même de moi, du stylo, de je sais pas où. Et qui sont justes et qu'on m'a jamais dit. Et ma mère a été très surprise en le lisant, en disant mais ça jamais je ne l'ai dit à personne. D'où ça sort? Ben, ça sort de l'écriture. Et l'écriture fait que il y a des choses qui sortent et on se dit non, ça c'est faux, et donc on le jette, et d'autres choses sortent et on se dit oui, ça c'est juste, mais d'où ça vient, je sais pas, mais c'est juste, il faut le garder. Et là, ça collait à la réalité, mais à une réalité jamais dite. Ces choses qui justement sortent et on ne sait pas d'où ça vient, est-ce que pour vous, Karim Katan, ça a été le cas? Ce que vient de dire Violaine Béraud, l'écriture qui parfois finalement s'impose à vous et finalement fait qu'on garde des choses et qu'on en élimine d'autres? Oui, oui, de toute façon, à un moment, il y a... En fait, ça dépend du type de texte. Enfin, je pense que aussi de texte en texte, de roman en roman, les choses sont toujours un peu différentes. Donc, il n'y a jamais... Enfin, moi, j'ai pas de... Je suppose que je travaille d'une certaine manière, mais en fait, à chaque fois que je commence un nouveau texte... Parfois, je ne travaille pas comme je pensais que je le travaillais, ce qui est assez excitant d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on découvre qu'on peut toujours un peu se surprendre. Mais il y a une autre chose que je trouve assez marrante, c'est que quand on écrit quand même,
Alors l'écriture, je trouve que c'est un geste très collectif, parce qu'à un moment, on est en confiance avec une éditrice, avec des lecteurs, enfin avant la publication, qui vont nous donner un regard sur le texte. C'est un pan très important de l'écriture. Mais avant ça, il y a évidemment le moment où on est un peu tout seul dans son coin et on écrit son truc et on juge nos idées. Et donc parfois on peut écrire en se disant ça c'est super, enfin, cette idée va être très bien et tout, et en fait c'est nul. Comme inversement, on va faire un truc et on va se dire ça, en fait ça marche pas, mais il faut que je continue avec. Et parfois ça se débloque. En fait, il y a un moment où je trouve où un texte se débloque, où on se dit ah voilà, c'est là un peu où je voulais en venir. Ouais. Ça peut venir très tôt dans l'écriture, ça peut venir très très tard. Enfin, et il y a toujours une espèce de pari où on se dit, en tout cas j'ai appris à faire ça, et c'est pas évident parce que ça requiert d'accepter qu'un texte c'est un truc en cours de travail, et forcément comme c'est en cours de travail, bah, c'est pas fabuleux quand même. On doit accepter qu'on écrit ce qu'on écrit, et c'est tout simplement ce qu'on écrit, et parfois on a une espèce d'intuition qui est bonne ou mauvaise, on ne sait pas, et en fait il faut la suivre un peu jusqu'au bout, et c'est au bout, je trouve parfois qu'on voit si c'est ça ou pas. Ce qui fait que, moi, ça m'arrive très souvent d'écrire des choses, de les mener jusqu'au bout, puis de me dire, bah non. Et pas forcément, c'est même pas un jugement de valeur sur ça. C'est même pas que c'est bien ou pas, c'est juste, bah non, en fait, c'était pas ça. Et on cherche ailleurs. Donc ça s'impose, mais aussi à force de. C'est un travail quand même, l'écriture, fondamentalement. Et justement, dans le cas d'Eden Allo, est-ce qu'il y a eu un moment, justement, il y a eu ce fameux déclic dont vous parlez, parce que finalement, une recherche de lumière et de liberté, un peu aussi. Si j'essaie de voir par rapport au désir, entre eux justement, il y a les Isaac, et c'est aussi d'aller. Ils ont chacun des occupations, des métiers professionnels très différents l'un de l'autre, mais ils vont se rencontrer. Et en toile de fond, il y a quand même ce désir de, je sais pas, de lumière et de liberté. Je pense que c'est ce qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a eu un moment justement où vous vous êtes dit, ça y est, je vais dans ce sens, et c'est voilà. Ouais, c'est clairement quand j'ai identifié le narrateur. Enfin, la voix narrative, parce que dès le départ, pareil, j'avais une idée qui est restée, c'est que je voulais que cette histoire soit racontée par des instances non humaines. Donc au début, j'aime bien le raconter, mais j'avais 3 instances narratives. Il y avait toujours le ciel, il y avait un oiseau qui est devenu un personnage d'histoire, et il y avait donc ce que je pensais être une idée absolument incroyable, qui était une idée nulle, il y avait une basket qui racontait l'histoire. Donc il y avait vraiment, je trouvais ça hyper profond. Non mais vraiment, c'est ce que je dis, parfois on est dans son coin et on a des idées, et en fait je me disais c'est hyper intéressant, une basket, pas 2, pas la paire, une. Ah oui. Du coup c'était tout un truc sur la dualité, je sais pas, bref. Et du coup j'ai longtemps écrit avec la voix de la basket. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, en soi c'est une bonne idée, enfin, je recommande, mais c'était pas là. Et vraiment c'est le moment où en fait je me suis dit, ouais, l'oiseau c'est cool, mais non, la basket, bon. Mais c'est vraiment ce personnage du ciel qui raconte l'histoire. En fait, là, je me suis dit, ok, c'est bon, je vois ce que je veux faire. Mais avant ça, je ne savais pas trop. C'était de la recherche, et là, je me suis dit, ok, bon, après. Et souvent, je trouve que c'est la voix narrative, c'est dès qu'on trouve ce que tu dis, je pense aussi sur le elle qui devient un jeu. Enfin, il y a un moment comme ça où il y a un truc. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que c'est du travail, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que ça sort tel qu'on l'édite à la fin, mais pas du tout. Et chercher où on se place, comment on parle. Moi, je dis toujours que écrire, c'est pas raconter une histoire, c'est trouver comment on va raconter l'histoire. Et ça, c'est du tâtonnement, c'est de la recherche. C'est voilà, tu pars sur ta basket, tu trouves ça super, puis au bout de quelques mois, tu te dis non mais en fait c'est nul quoi. Et on passe en permanence. C'est vraiment des états de montagne russe, ouais, où certains jours on écrit, et on se dit, on finit la journée en se disant putain c'est génial, j'étais bonne aujourd'hui, et le lendemain on se lève et on relit. Mais c'est archi nul, quoi. Et donc, c'est ça. Et en même temps, il faut arriver à être lucide, quoi. Il faut être exigeant et lucide à la fois. Et donc, on cherche, on avance avec des phases en haut, des phases en bas. Et il faut arriver à juger nous-mêmes, avant d'en arriver à d'autres lecteurs, juger nous-mêmes que la basket, elle part à la poubelle, et le ciel, tu le gardes, quoi.
Regardez le ciel, c'est vrai que c'est quand même c'est pas mal. Simon Johannin, dans le même cas de figure, il y a une forme là quand même aussi qui est très originale, je trouve, dans Ici commence un amour, ce mélange des formes, justement, est-ce que par rapport à ce que dit Violaine Béraud, justement, ou de ce que disait Karim, d'abandonner quelque chose, de tâtonner, de travailler sur ça. Alors, moi, j'attends beaucoup avant d'écrire quand j'ai une idée, ce qui me permet d'évacuer pas mal de choses par la pensée et d'arriver à avec alors pas du tout une ligne claire, mais en tout cas l'acceptation de la fragilité qui va se poser sur la feuille. Donc avec un état de non-jugement, parce que si je commence voilà, alors forcément, comme tout le monde, j'ai honte de ce que j'écris des fois, mais ça va, j'arrive à dealer avec cette honte, je la dépasse assez facilement. Je pense que c'est la première étape. Il y a beaucoup de gens. L'écriture, c'est une affaire, oui, il faut des dispositions, comme dans toute forme d'art, mais pour moi, c'est pas tant une affaire de talent que de capacité à dépasser sa honte. Il y a plein de gens qui pourraient être des écrivains très talentueux, mais ils font leur premier jet et ils sont incapables de revenir travailler dessus. Il faut qu'ils essayent de faire autre chose. Et alors que ça n'est que revenir sur ce qu'on fait et tailler dedans, un peu comme si on avait un bloc de pierre. Et voilà, il faut faire toutes les étapes du travail, tailler dedans, le polir, changer les burins, etc., etc. Donc il y a vraiment ce truc-là de façonnage. Moi, j'aime beaucoup ça. Toutes les étapes, que ce soit les étapes, comme tu le disais, qu'on fait tout seul dans son coin, puis ensuite les travails avec les équipes éditoriales. Mais ça m'arrive pas de partir dans une direction et de me dire c'est pas la bonne direction et de revenir. C'est plutôt une affaire d'écoute et de dosage. Et une fois que voilà, de prendre le temps d'entendre ce que j'ai besoin d'entendre en moi. Et une fois que j'ai le fil, voilà, j'ai le suivre. Je vais le suivre, mais c'est plus d'accepter et de protéger sa fragilité jusqu'au moment où ça y est, le texte, il est solide, il va tenir tout seul et je peux arriver au bout que je connais pas. Ici commence un amour, c'est la première fois où j'avais une idée précise de comment je voulais finir le livre à peu près. Et forcément, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, voilà, je voulais aller à cet endroit-là et j'écrivais. Et à un moment donné, je me suis dit merde, en fait, ça y est, j'ai fini mon bouquin. Et c'était vraiment très bizarre comme journée de me dire, voilà, je me suis mis au boulot comme tous les jours. Enfin, j'écris pas tous les jours, mais en tout cas là, dans cette phase de travail. Et donc je pensais pas du tout finir le livre à ce moment-là. Et en fait, d'un coup, c'est sorti, la fin est sortie. Et j'étais là, ça y est, je suis un peu, je suis foutu là. Il va falloir que je passe à autre chose pour trouver une autre manière de s'occuper. Parce que c'est un peu ça, hein, l'écriture, ça permet voilà, la vie est une expérience aussi longue que brève, mais des fois c'est long. Et la littérature et l'exercice de la littérature et la lecture sont des très bons moyens d'occuper le temps qui nous est imparti. C'est vous qui écrivez. Tu sais pourquoi tu écris, Théo? Parce que j'aime ça. Raconte-moi, au-delà du plaisir que tu y trouves, c'est trop de travail en toi et par tes mains, ça ne peut pas être qu'une question de plaisir. Écrire me replace en mon centre. Comme une prière? Peut-être. Je crois en ce que je fais et parce que je crois, j'avance en écrivant debout au milieu du vide. C'est quand même... Ouais. Alors, je précise pour le contexte, on est dans un bar à chicha à Félix. On est un peu vers la fin du livre. Voilà. Oui, non, d'accord, mais j'ai pas précisé tout ça. Mais bon. Et Théo parle avec voilà, Saïd, qui est un ami à lui, qui lui est acteur de cinéma. Et il parle de leur métier d'artiste. Et Saïd, du coup, parle de ce que c'est que le jeu pour lui et de la mise en danger constante que ça doit être. Et le fait de devoir perdre du sang quand il joue d'un engagement total. Et ensuite, il parle à Théo de son travail. Voilà, en lui disant t'as du succès, c'est bien, c'est Dieu qui te fait un cadeau, mais en fait au fond on s'en bat les couilles, c'est pas ça le truc, c'est que t'écris depuis le bord de la mort, t'es sans cesse au bord de la mort et tu sauves les choses en écrivant, tu les maintiens dans tes mains, on sait pas si ça marche, mais ton travail, ta fonction sur Terre, c'est celle-là. Et du coup ça permet à Théo de sortir un peu de ce truc de production et de consommation culturelle qui nous fait vivre et qui est salutaire par plein d'aspects. Mais à un moment donné, pourquoi on écrit, pourquoi on crée et pour moi, il y a une affaire d'engagement, de foi, ne serait-ce que parce qu'il faut croire dans ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Si on est tout seul avec ça, quoi. C'est quand même un peu à la fois complètement
ridicule et mégalo d'avoir des tentatives comme ça. Mais il y a une nécessité, quoi. Il y a un truc qui... En tout cas, ça s'éteint pas. À chaque fois que j'écris un bouquin, je me dis peut-être que ce sera le dernier, parce que je pense qu'on n'est pas forcément amené à créer toute sa vie. Ça peut être comme ça à un moment donné, un besoin, une nécessité, on a un truc à livrer, et puis une fois que c'est fait, on peut enfin passer à autre chose. Non. Finalement, non. Ouais, voilà. Et puis c'est comme un puzzle dont je connais pas le motif, mais chaque livre, je retourne une pièce et ça me donne la clé pour la pièce suivante que je connais pas encore, mais qu'il faut que je m'attelle à retourner pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe et ce qui fonctionne, quoi. Violaine Béraud, alors c'est vrai que vous écrivez assez souvent vous explorez un peu dans votre œuvre, dans vos précédents livres, les non-dits, les liens familiaux. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur parce que le choix de vie, c'est vrai que c'est quand même ça les existences à la marge parfois. Et justement là, on est quand même dans Nuit de noces, dans une histoire totalement étonnante qui en effet est l'histoire d'amour pour un prêtre. Et donc il y a une femme qui n'est pas religieuse, qui est dans la, je ne sais pas si c'est la vraie vie, mais enfin en tout cas c'est une question qu'on pourrait se poser. Donc il y a cette dimension finalement aussi. Voilà, de ce choix que fait ce prêtre qui va mettre du temps. Hein. Ça va être des années, évidemment, de réflexion sur est-ce qu'il rompt avec ce destin tout tracé, si je puis dire, d'ecclésiastique pour épouser une mortelle. C'est un peu ça. Et donc, il y a cette espèce par rapport à la société aussi, de trouver également sa place et peut-être de rompre avec une espèce de truc tout inscrit, de s'engager, en quelque sorte. Je rebondis un peu sur les propos de Simon. Est-ce que c'est ça un petit peu l'histoire, enfin, on s'entend oui, au-delà de l'histoire d'amour, bien sûr. Ouais. En fait, après, je crois que l'auteur, il est mal placé pour analyser l'ensemble de ses livres et ce qui ressort, mais je me rends compte après coup que, oui, j'écris beaucoup sur les liens familiaux, j'écris beaucoup sur les silences, sur les non-dits, sur les cases dans lesquelles notre société veut nous mettre et desquelles on essaie de se dégager. Comment on fait pour sortir de la case dans laquelle on est obligé d'être. C'est quoi aimer? C'est quoi? Est-ce que aimer passionnément, c'est vraiment un idéal qu'on doit tous espérer atteindre, ou est-ce que c'est pas de la folie? Un amour passionné comme ça. Moi, par exemple, j'ai été très surprise quand ma mère m'a demandé de faire éditer ce livre, parce que pour moi, il y a des choses très négatives dans cet amour. Et donc, je lui ai dit, mais tu assumes ça. Tu assumes en particulier, par exemple, ton rapport à nous, les enfants. Parce qu'il n'y a que sa passion amoureuse qui compte. Et ça ressort dans le livre. Mais elle est tellement dans cet amour qu'elle dit, bien sûr, je l'assume. C'est ça, la passion. Les enfants, il n'y a pas de place pour eux. La place, elle est toute pour la passion amoureuse. Et donc... c'est ça qui m'intéresse, je pense, à fouiller dans les livres. C'est quoi aimer? Est-ce que quand on aime quelqu'un, du coup, on s'empêche pas d'aimer les autres qu'on devrait aimer aussi? Est-ce qu'il y a un amour idéal? Est-ce que ça existe? C'est ces questions-là que je travaille. Et Karim Queton, je pensais justement, l'amour de Gabriel Isaac finalement s'inscrit aussi dans un contexte plutôt lourd en termes de résistance, par rapport à l'acceptation, par rapport à une norme, on va dire aussi. Et je pense que sans faire, bien sûr, votre livre n'est pas du tout ne ressemble pas à celui de Violaine Béraud, mais il y a aussi cette dimension-là, comment on s'inscrit dans une histoire, peut-être pour aller contre une certaine norme entre guillemets établie. Est-ce que c'est quand même ça aussi votre livre? C'est vrai qu'il y a aussi justement la question de la passion, parce qu'effectivement, l'Éden à l'aube, c'est quand même le récit d'une passion amoureuse. Ouais. Ce qui est assez marrant dans la passion, c'est que c'est une extrême, évidemment. Enfin, c'est une espèce de forme extrême, pas forcément désirable en réalité, d'un rapport à l'autre. Et ce qui m'intéressait pour l'Éden à l'aube, c'était juste d'explorer cette extrémité-là, parce que ça révèle beaucoup de choses sur comment on se rapporte à l'autre, aux autres, au monde, etc. D'ailleurs, ce que je trouve assez marrant, c'est que souvent on dit, c'est l'histoire de deux très jeunes Palestiniens. Alors que ils sont jeunes, mais ils sont plutôt à la fin de la trentaine en réalité. Pas dessus. Oui, non, mais en fait, parce que vu la nature décrite de l'amour, qui est un peu un amour adolescent en fait, on leur attribue une jeunesse beaucoup plus grande que celle effective, parce que c'est plutôt des trentenaires. Enfin, je veux dire, c'est des gens
voilà, qui existent en tant qu'adultes dans le monde. Hein, pas, donc ça m'intéressait d'explorer ça. Après, par rapport à la norme, c'est pas vraiment... c'est surtout l'occupation. La lutte aussi. C'est l'occupation plus qu'autre chose. Parce que par exemple, par rapport à la question, et ça c'était très important pour moi, notamment par rapport à la question de l'homosexualité, d'abord, il n'y a pas... En fait, ce n'est jamais dit comme ça, en fait. C'est-à-dire que on entre d'emblée et d'entrée de jeu et par défaut dans un univers où le défaut est que, enfin le par défaut, je veux dire, est que il s'agit de deux hommes qui ne se posent jamais la question quand ils se rencontrent, d'ailleurs, même de savoir si l'un aime des hommes ou pas. Enfin bref, toutes ces questions qu'on pourrait attendre autour d'un récit, on va dire, homosexuel, n'existent pas. C'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice doit accepter que de base, on est en fait informé dans ce monde-là. Et c'est tout. Donc et on est dans un monde, là, dans celui du roman, où, à part une scène où on pourrait peut-être la lire comme ça, par exemple, la question de l'homophobie est absolument absente. À aucun moment, en fait, ces personnages ne sont confrontés à cette question-là. Pas tant par déconnexion avec le réel ou angélisme, hein, c'est pas la question, parce que c'est un roman. Et en fait, ça m'intéressait aussi par rapport en fait, comment d'établir ma propre norme justement dans le roman, et de dire du coup au moins dans ce roman, c'est pas dans la vie ni peut-être dans tous les romans, mais dans ce roman, on entre dans l'univers de cette norme-là, en fait, et le par défaut, la norme est celle-là. Donc c'est assez, enfin, je veux dire, même égoïstement, c'est assez agréable, en vrai. Enfin, il y a un truc un peu où presque, enfin, émancipateur, c'est un grand mot, mais quand même l'espace, le temps de l'écriture, le temps de la réflexion, et où je me dis, voilà, ces paramètres-là, les paramètres du monde que je crée. Donc ça permet aussi, voilà, de juste repenser ses propres normes au sein d'un texte, ce qui est tout simplement hyper agréable. Et je voulais pas que ce soit, en fait. Je voulais encore une fois que ces personnages vivent leur destin, en fait, vraiment. Enfin, j'avais une espèce de tendresse pour eux. On n'a pas forcément de la tendresse pour ces personnages. Souvent, on les aime, enfin, on les aime pas, mais eux, j'avais beaucoup de tendresse pour eux. Et je voulais, qu'ils vivent leur destin selon leurs propres règles, même s'ils sont rattrapés par le monde, évidemment. Oui, il y a quand même aussi cette question de trouver sa place dans le monde qui traverse, parce que c'est vrai qu'elle est quand même, ils vivent des choses assez particulières. Il y a cette question, voilà, de lutte aussi, de combat qu'il doit quand même mener avec l'occupation, les choses qui sont trouvées. Alors, Karim parlait d'adolescence, mais je pensais à ça. Chez vous, Simon Johannin, il y a aussi ça quand même chez Théo, un peu cette question aussi de... Parfois, il revient à un moment donné, je crois, me souvenir sur l'enfance, adolescence, aspect, on quitte un monde peut-être pour rentrer dans, finalement, peut-être un roman d'apprentissage aussi, écriture du premier livre. Enfin bon, je ne sais pas si on peut le vivre, le lire comme ça également. Écoute, je sais pas, alors c'est un truc... Possible, voilà. À chaque livre, ça m'arrive, donc on peut dire ça comme pour les autres. Oui, en tout cas, à un moment donné, il évoque l'adolescence parce qu'il est avec c'est une scène où il est avec ses amis. Et c'est la première fois qu'il ressent, depuis très longtemps, du désir et une forme de joie, de jubilation. Et donc là, il profite de cette félicité parce qu'il a suffisamment vécu pour savoir que ça ne dure pas forcément. Et il voit ses amis comme ça, qui sont les garçons autour de lui. Il repense à tous ceux qu'il a perdus et au rapport que les hommes et les jeunes hommes, les adolescents entretiennent avec le risque et la violence, et combien de morts ça fait sur sa route, en fait, tout simplement. Et du coup, il a une pensée pour l'adolescent qu'il a été et les adolescents avec qui il a grandi, et qu'est-ce qu'il aurait fallu peut-être pour que, comme Douceur, comme Fleur a leur proposé, pour que ça se finisse peut-être un peu moins tôt pour eux, quoi. Voilà. Et puis ensuite il dérive sur la littérature, mais c'est vrai que la question de l'adolescent et du garçon adolescent et dans son rapport au risque et à la violence, elle est centrale chez moi, parce que c'est l'expérience de la minorité que j'ai faite, l'enfance. Et la manière dont on sociabilise, la manière dont on se construit, toute la complexité
de l'humain et du monde qui fait qu'on devient ensuite qui on est. C'est un processus de construction que je veux pas perdre. Je veux pas perdre le lien avec ce moment-là, avec cette époque qui est à la fois terrible et magnifique, où on fait les expériences des choses pour la première fois quelque part. L'adolescence, je vois ça comme une succession de premières fois voilà, et on choisit pas forcément, c'est des successions d'accidents, de hasards, de rencontres, mais en fait on prend une couleur à un endroit et c'est bon, et ensuite notre panel ce sera ça, il faudra se débrouiller avec et avancer, et toutes les expériences qu'on fera par la suite seront souvent un rappel, une mise en écho de ces premières expériences qu'on a faites. Moi j'ai des renvois constants vers des périodes de ma vie desquelles je m'éloigne, et j'ai beaucoup à cœur à mettre en scène des personnages qui soit travaillent leur lien à ces périodes-là, soit sont directement en prise avec ces questions-là, parce que la place de l'enfant dans le monde des adultes et de la manière dont on le regarde et même la manière dont on légifère son statut, quel sujet politique est l'enfant au final, c'est vraiment des trucs qui moi qui me passionnent et qu'on voit comme étant une norme dans laquelle on vit et qu'on questionne pas forcément, alors qu'elle est héritière d'une histoire qui est pas toujours très belle d'ailleurs. Mais ça a été choisi, pensé, décidé, et en fait c'est des choses qu'on peut faire évoluer. Et je ne sais pas si la littérature a ce pouvoir-là, mais en tout cas, moi elle me permet de réfléchir. Et voilà, tout simplement. Un peu un homme pris entre deux eaux, un petit peu, je vois ça, enfin un peu dans le livre. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est plus. Je pense qu'il faut arrêter avec ce truc de vouloir placer les personnages dans une case ou dans l'autre et d'accepter un principe de dérive et de déambulation. En fait, sa place, elle est là parce qu'elle bouge et que c'est dans le mouvement et dans le constant mouvement qu'il est bien, tout simplement, quoi. Il est pas malheureux de pas être dans un endroit défini et rigide, et c'est d'ailleurs ça qui va le refaire écrire, c'est le fait d'être en déambulation, d'être dans un mouvement qui est non déterminé par une action, d'être dans un truc qui est un peu plus passif, d'accueil de ce qui l'entoure, de l'environnement, de laisser les choses venir à lui, le pénétrer, que ce soit la nature, que ce soit les rencontres, les discussions, et d'un coup d'inverser le pôle, de plus être dans ce truc où il doit savoir, il doit faire, il doit agir, et d'être du coup dans l'activation un peu productiviste, conquérante qu'on lui propose, et au contraire d'être dans quelque chose où de se rendre compte d'être dans une forme de passivité vis-à-vis du monde, d'écoute. Parce que c'est ça aussi, c'est que d'un coup, Théo, il apprend à écouter, à entendre les autres autour de lui, à se taire, et à recevoir la parole qu'on lui donne. Et ça, c'est une expérience qui est nouvelle pour lui, et en fait qui est hyper forte, et qu'on a assez peu encouragé à faire. Donc c'est à travers cette expérience-là de son silence et d'entendre le bruit du monde et les paroles qui l'entourent, qu'il va pouvoir, lui, retrouver une voix petit à petit. Oui, accepter, en fait, accueillir, on va dire, en étant ouvert justement, et peut-être aussi pour retrouver, pour s'ouvrir, et puis peut-être désirer l'autre, désirer le monde plus, pour revenir un peu au thème central de notre rencontre. Avez-vous des questions, des remarques ou des réflexions, peut-être pour Violaine Béraud, Simon Johannin, Karim Katan? Katan, on dit Katan, je sais pas, Katan, bon, très bien. Parfois je fais. Pas de questions. Peut-être des questions à tous les trois. Des projets, j'imagine, d'écriture, vous en avez forcément peut-être tout le temps, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui émergent, qui sont un petit peu en jachère, dont on peut parler, ou c'est peut-être beaucoup trop tôt pour l'évoquer? Moi, je peux, parce que je viens de finir un livre, donc je peux en parler, qui sortira fin août. Là, c'est ma rencontre avec une mémoire, et la mémoire d'une prison pour enfants sur l'île du Levant, où je vais en vacances. Ouais. C'est une île au large de Hyères qui est un endroit assez spécial, parce qu'il y a un petit village qui est une communauté naturiste qui existe depuis
maintenant un siècle, et le reste, donc ça prend environ 8-9% de l'île, et le reste de l'île, c'est une zone militaire classée de secret défense où l'armée teste des guidages de missiles. C'est une cohabitation, c'est une île. Sur les îles, on cohabite, c'est comme ça. Et j'aime ça, j'aime cet endroit pour ça aussi, quoi. Et donc sur cette île, il y avait une colonie pénitentiaire, comme les plus célèbres sont Maitré, Belle-Île. Voilà, je connaissais ces histoires parce que j'aime beaucoup Jean Genet, qui a été colon interné à Maitré pendant une grande partie de son enfance. Et donc j'ai rencontré la mémoire de ce lieu sans y avoir accès, puisque la ruine est sur la zone militaire, quoi. Et il y avait un peu ce truc, et donc dans la zone militaire, il y a un cimetière d'enfants. Donc il y a 99 tombes d'enfants auxquelles on n'a pas accès, auxquelles on peut pas rendre hommage, en sachant que c'est des cimetières. Il y en a souvent. Peut-être qu'il y a eu des colonies pénitentiaires en Mayenne, je sais pas. Mais il y avait un taux de mortalité assez important, dramatique. Et à chaque fois, du coup, on a enterré ces enfants loin de chez eux dans ces endroits, et on a oublié. Voilà, on a effacé en fait ces sépultures. Et donc moi, j'ai rencontré cette histoire complètement par hasard, et je me dis, cet endroit en fait magnifique que j'aime tellement, où j'écris si bien. En fait, il est chargé de cette douleur-là, et je sentais quelque chose d'un peu âpre dans ce territoire, et j'ai fini par comprendre que c'était ça. Et c'est devenu un peu une évidence d'écrire là-dessus, de travailler avec les archives. C'est pas un roman historique, mais je me suis nourri des archives et des voix que j'ai trouvées dans les archives, à la fois pour comprendre qui étaient ces enfants, et aussi comprendre qu'en fait, il n'y a jamais de faits divers, il n'y a que des structures qui mènent à des événements dramatiques. Et en l'occurrence, là, ça c'est pas fini, parce que la colonie a continué par perdurer, mais voilà, je vous préviens, je vais un peu casser l'ambiance. Il y a une mutinerie, et 14 des détenus, donc des tout jeunes adolescents, entre 13 et 18 ans, sont morts, tués par leurs co-détenus. Et ça a été présenté comme un fait divers à l'époque. Et ça l'est toujours aujourd'hui, quand il y a un anniversaire, c'est les 200 ans ou quelque chose comme ça, les 100 ans, on refait un article. En fait, on parle jamais de la succession de décisions politiques et des institutions qui ont mené au drame. Et moi, c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre comment, en fait, le manque de responsabilité des adultes a fait que des enfants sont venus à commettre quelque chose qui est absolument qui dépasse le langage, en fait, complètement, quoi, sans raison apparente. Donc voilà, ça traverse un peu tout ça, et voilà, c'est un peu ça s'ouvre sur ces histoires des colonies pénitentiaires, en fait, de comment à un moment donné on oublie qu'un enfant, il faut le protéger, pas le punir. Il y a quelque chose comme ça qui faisait sens à ce moment-là, quoi. On retrouve l'enfance dont vous parliez il y a peu. Ouais. Violaine, je ne sais pas s'il y a des... Oui, il y a un livre aussi qui sort fin août aussi, qui s'appelle Du côté des vivants, et qui est pas très gai non plus, qui parle de la mort. Ça fait longtemps que je veux écrire sur notre rapport à la mort. Je trouve que dans notre société, on a un rapport à la mort très compliqué. Et donc c'est un livre... ça se passe sur une seule journée, dans une chambre d'hôpital. C'est pas mal, une chambre d'hôpital, parce que c'est une chambre avec 2 lits, donc il y a 2 malades, et une chambre d'hôpital, c'est un lieu où beaucoup de gens rentrent et sortent, que ce soit les personnels soignants, que ce soit les visiteurs. Et on ne sait rien de tous ces gens, et ce qui m'intéresse, c'est qu'on a tous un rapport particulier à la mort, on a tous tout notre non-dit autour de nos morts, et je voulais parler de ça. Je voulais parler aussi de... C'est un livre sur comment on essaie de prendre soin les uns des autres, comment on se trompe en voulant prendre soin, comment on peut au contraire oublier d'écouter l'autre. Donc tout ça m'intéresse. Et puis c'est aussi, ça s'appelle Du côté des vivants, parce que tous ces gens-là sont des vivants, même s'ils sont certains au bord de la mort. Mais peut-être que du côté des vivants, il y a aussi tous nos morts qui sont là, peut-être plus qu'on ne le croit, et qui veillent sur nous. Et voilà, c'est ce livre-là. Karim ? Oui,
Alors, je n'ai pas de roman qui sort en août, mais à part ça... C'est ton jamais, peut-être qu'il y en a. C'est ton jamais, quand oui, même. mais oui, je travaille sur plusieurs projets, dont un roman qui m'est un peu tombé dessus un peu par hasard. C'est assez drôle. Enfin, j'ai eu une idée. Et, bon, alors encore une fois, peut-être que ce sera comme la basket au final, mais j'ai eu une idée qui m'a semblé. Je prévoyais pas d'écrire un roman tout de suite, parce que parfois on prévoit un peu, on fait un. Et je suis en train de l'écrire et c'est cool. C'est comme non mais c'est pas des involtes, c'est pour dire c'est comme je sais pas, quand on commence, quand on a un truc au début, bah c'est comme tomber amoureux. Au début c'est génial, c'est euphorique tout ça, mais puis vient le vrai moment en fait où passer ça, il faut travailler à maintenir. C'est là où ça se joue. Pour le moment, du coup, je suis à ce début très agréable et on verra si ça donne réellement quelque chose ou pas. On verra la suite. Je reviens vers vous parce que parfois, en deuxième, est-ce qu'il y a une question ou une remarque? Il peut y avoir. Ah voilà. Moi, je voulais vous demander s'il était possible de lire un extrait de vos romans, si on a le temps, si ça ne vous met pas en difficulté. Je vais commencer par le début. Je n'irai pas jusqu'au bout, mais je vais vous lire la première page. Je vais vous lire la petite citation de Mishima que j'ai mis avant parce que je l'aime beaucoup. Non, de quelque façon que je vinsse à considérer la chose, la saison n'était pas propice au suicide. J'ai perdu Gloria un soir de novembre. Novembre est un esprit de pluie, un nom fait de la lumière d'une lune étrange et pure comme les reflets de cette mer où j'ai vu 1000 fois ses cheveux s'enrouler. Un nom froid et doux qu'on donnerait à un enfant que l'on voudrait aimer comme on aime une autre voix, qui pourtant s'échappera un jour, changera de couleur ou de timbre. J'ai rebondi sur novembre comme sur le capot d'une voiture qui m'aurait percuté de plein fouet, sans douleur, le temps suspendu à mon corps, suspendu dans les airs. Je vis dans cet instant sans passé ni futur. J'observe devant moi la terre qui s'étale de ses plaines, de ses lacs, ses villes, ses déserts et ses prairies. Les aubes se changent en aurore, en zénith, en nuages de crépuscule faisant fondre l'immensité d'un monde où la douleur n'existe plus vraiment. Gloria, soleil d'un matin s'éblouissant lui-même, sourire de dents droites comme des arbres, empêchant ses collines de glisser, corps épousant la nature, se levant en son sein comme le font ces animaux, ne sachant rien d'autre de l'hiver que leur cœur murmurant à peine. J'ai perdu Gloria comme on perd un diamant, avec le regret de l'unique et du précieux, avec la leçon qu'on ne vit pas que de richesse aussi, qu'il faudra toujours plus d'eau que de talismans pour survivre. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc je lis un passage qui est vers le milieu du livre, parce qu'il n'y a pas trop de suspense. C'est l'histoire de mes parents, et si je suis là, c'est qu'à un moment, ils ont réussi à se marier et à se retrouver. Donc je vais vous... Non, c'est pas... voilà. Puis vinrent les enfants. Quelle idée des enfants, au lieu de profiter de n'être que l'un et l'autre. Quelle idée des enfants pour me retrouver toute pleine, gonflée comme une outre, comme une baleine, moi qui pour lui me voulais merveille. Mais les enfants, le désir de faire naître de nous, de moi et de cet homme-là, des enfants. Parce que moi qui maintenant le possédais, lui, il me fallait trouver où rêver encore. J'avais imaginé cette tribu, notre marmaille, une ribambelle de gosses, des petits garçons gais et forts comme leur père, des petites filles un peu comme moi, mais sans la peur, une tripotée de mômes. Fallait-il que je sois sotte, moi qui pour rien et avec personne ne voulais plus le partager?
Fallait-il que je sois sotte de vouloir des enfants qui feraient de lui leur père et me le voleraient et s'agripperaient à nous et seraient dans nos pattes, des enfants qui l'adoreraient, qu'il adorerait? Fallait-il que je sois sotte? Et donc voilà l'enfant, le premier, puis presque aussitôt le suivant, pas le temps de dégonfler que je regonfle. Les voilà les enfants, et mère, pourtant je ne le devenais qu'un peu, tandis que père, il le devenait beaucoup. Lui, que tous avant appelaient mon père, cela me mettait les larmes aux yeux, qu'il soit maintenant seulement pour nos enfants, leur père. Alors j'ai pris un tout petit passage de la fin, on est vers la fin du livre. Souleyman, le lendemain matin, les convie chez elle pour un mansaf. C'est étrange d'être invité seul chez cette vieille femme. Cela interrompt leur oisiveté. Peut-être qu'on élucidera le mystère de Souleyman, dit Gabriel. Ils arrivent chez elle à l'heure convenue. La vieille les accueille cordialement, mais en silence. Isaac tente une ou deux questions, Gabriel aussi. Elle ne répond qu'en grognement d'approbation ou de négation, tant et si bien qu'ils abandonnent toute velléité de communication. Dans le salon, elle ordonne à l'un puis à l'autre Cambez, comme une formule magique. Ils s'exécutent et restent quelques minutes en silence à boire le café. Puis elle les mène dans une salle à manger. Ils déjeunent sous le regard de Saint-Georges terrassant éternellement le dragon. Elle ne prononce toujours pas un mot, se contentant de les servir, de les observer, de manger et d'émettre des bruits de temps en temps. Gabriel mange avec une cuillère et une fourchette, Isaac et Souleyman à la main. Isaac roule des boules de riz et d'agneau. Gabriel voudrait devenir l'agneau et le fromage et le riz dans la bouche d'Isaac. La vieille les scrute. Enfin, elle semble satisfaite. Elle claque des mains, signifiant que le repas est fini. Elle sert à chacun un café blanc, attend patiemment qu'ils finissent de boire. Puis elle les remercie, les bénit et les accompagne à la porte. Elle reste immobile, les regarde partir. Tout cela s'est déroulé sans qu'elle dise plus d'un ou deux mots à la suite. Ils ne savent pas ce que veut Souleyman, ni s'il y a un Abou Souleyman, ni même un Souleyman. Le soir, ils sortent marcher. Gabriel pense au silence Souleyman, Isaac pense à l'histoire Souleyman aurait pu leur raconter. Il s'arrête un instant près d'un lampadaire. Pourquoi diable y a-t-il un seul lampadaire dans ce village ? Il suppose un début de financement européen qui a fait long feu. Et Isaac trouve le visage de Gabriel éblouissant ainsi sous l'éclairage de la lune et du lampadaire. Éblouissant car désormais fixe, accompli. L'ange a fini son travail, s'est envolé, les a laissés là, cette ultime nuit, avec cette lumière et cette beauté. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Merci à vous trois, donc Violaine Béraud, Simon Johannin et Karim Katan pour vos livres. Et donc, je vous invite à poursuivre la discussion avec nos trois intervenantes et intervenants pour la dédicace qui se situe, comme vous le savez, tout près d'ici, voilà, pour ce festival du premier roman et des littératures contemporaines. Merci de votre attention et encore merci à vous trois.